commencé à boire à l'âge de 14 ans, dans des circonstances festives. J'avais 11 ans. J'ai commencé avec une bande de jeunes un peu plus âgés. Un peu d'alcool, quelques bières, un petit peu d'alcool fort, dans un cadre festif uniquement, quoi. Mais peu à peu, ils ont sombré dans l'alcoolisme, malgré leur très jeune âge. À 12 ans, je suis passée à la vodka. Je prenais le matin. Le matin avant de partir à l'école? Voilà, pour me donner un peu de courage. À 16 ans, j'allais à l'école, donc j'avais ma vodka en continu, dans une bouteille d'eau. Je devais boire un pack de 6 bières ou 2. Je suis arrivé jusqu'à une bouteille et demie ou deux de whisky tous les soirs. Une adolescence aux allures de descente aux enfers. La consommation m'empêchait physiquement le lendemain d'aller en cours. J'allais au cours, mais tellement ivre que je ne comprenais rien. J'ai fait une pancréatite et une septicémie très jeune, à 14 ans. Mais comment ont-ils réussi à dire stop à l'alcool? Ce qui m'a poussé à réagir, c'était l'année dernière, au mois de janvier. Je me suis alcoolisée très fort et très rapidement. J'ai fait un malaise donc, devant mon petit garçon. J'étais là devant le choix, c'était soit mourir ou arrêter de boire. Le 3 novembre 2011, j'ai bu ma dernière bouteille et le lendemain, j'ai commencé ma vie sobre. Dire stop à l'alcool, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, en tout cas pour l'instant. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'avoir eu le courage d'être ici parmi nous aujourd'hui. Ils sont tous très jeunes et pourtant ils ont déjà traversé bien des difficultés. À 13 ou 14, parfois même 11 ans, ils ont sombré dans l'alcool et d'une consommation festive. Ils sont passés à des doses élevées et fréquentes au point de devenir totalement dépendants. C'est ce qui est arrivé à Mélissa avec laquelle nous allons ouvrir notre première partie, l'illusion de la liberté. Bonjour Mélissa. Bonjour. À seulement 20 ans, Mélissa, vous avez déjà 6 ans d'alcoolisme derrière vous. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé votre toute première goutte d'alcool? Alors j'avais 11 ans. J'ai commencé avec une bande de jeunes un peu plus âgés. J'ai commencé à boire et j'ai croché. J'ai aimé ça et j'ai continué. Pourquoi vous avez commencé à boire? Pour faire comme eux? Pour vous faire respecter par eux? Au début, c'était pour faire comme eux. Et puis ensuite, ça a été aussi un réconfort en quelque part pour anesthésier ma souffrance. Parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de tensions et je voulais les fuir comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la consommation d'alcool? Déjà, comme je suis quelqu'un de très timide, ça m'a permis aussi de mieux communiquer avec les gens, de pouvoir blaguer, de pouvoir rire, de pouvoir m'avancer enfin. Et puis aussi justement de m'anesthésier, de ne plus penser à rien. Alors ça veut dire que votre consommation d'alcool s'est amplifiée? Comment, de quelques gouttes, vous êtes passé à quelle consommation et qu'est-ce que vous buviez? À 12 ans, je suis passée à la vodka, tout simplement. J'ai été dans le placard de mes parents, il y avait de la vodka, il y avait d'autres alcools, j'ai pris ça. Mais quand vous le preniez quand? Je prenais le matin, au début, après à midi. Le matin avant de partir à l'école? Voilà, pour me donner un peu de courage, affronter toute la classe. J'étais quand même assez timide, donc c'est pour ça. Mais vous preniez combien, quoi? Un verre le matin avant d'aller à l'école? Alors oui, un bon verre le matin, un bon verre à midi et un bon verre le soir. Quel regard vos camarades portaient sur vous? Alors en fait, mes camarades ont été au courant de ma consommation d'alcool qu'à mes 13 ans exactement. Ils me disaient que j'étais folle, ils me disaient que ça se faisait pas de boire. À 13 ans, voilà. vous consommiez combien d'alcool par jour? Alors à 13 ans, donc je buvais toute la semaine avec les week-ends. Et là, je gardais mes 3 verres. Mais finalement, ça devenait de plus en plus difficile de trouver d'alcool. Donc j'ai aussi basculé vers tout ce qu'il y avait, cognac, whisky. Jusqu'où cette addiction à l'alcool vous a-t-elle mené? Alors, elle m'a mené qu'à 16 ans, j'ai raté mon année scolaire.
parce que j'allais au cours mais tellement ivre que je ne comprenais rien. Je ressortais puis c'était tout. Il vous arrivait de vous endormir en cours? Oui, mais ça m'arrivait et puis là, on me mettait dehors et puis j'attendais la fin du cours, je rentrais et puis c'était bon. Est-ce que vous avez des camarades qui ont tenté de vous parler, de vous en sortir de tout ça? Alors oui, à 14 ans, j'ai fait la rencontre de deux personnes dans ma classe qui ont tout de suite compris que j'avais un problème. Ils ont essayé de me convaincre d'en parler parce qu'on a un médiateur dans l'école, mais j'ai jamais voulu. Donc c'est resté lettre morte. Pourtant, vous avez décidé de tout arrêter. Oui, j'ai décidé de tout arrêter parce que, en fait, je prenais conscience que j'étais en train de tout perdre. J'étais en train de perdre ma santé, ma scolarité, ma famille. Mais à quel moment vous avez consommé de l'alcool à brûler alors? C'est avant de décider de tout arrêter? C'était à 16 ans. En fait, j'étais Alors, à quel âge vous avez décidé de tout arrêter? à 17 ans. Et alors, de la vodka, vous êtes passé à l'alcool à brûler? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un organisme qui lutte contre l'alcool et autres drogues. Et là, la personne en question m'a demandé si je pouvais arrêter pendant juste un week-end. Comment vous vous étiez retrouvé dans cet organisme-là? En fait, Vous aviez déjà décidé d'arrêter? J'avais décidé d'arrêter, mais en même temps, je voulais pas trop. Donc Alors là, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, justement. D'accord. Je voulais pas trop, mais en même temps, je savais bien qu'il y avait un problème. Donc je suis allée là, mais c'était franchement, Donc vous y êtes allé de vous-même? Voilà, exactement. Vos parents n'avaient toujours rien remarqué à ce moment-là? Non, en fait, les rares fois où je suis rentrée ivre et qu'ils l'ont vraiment vu, ils ont pensé que c'était la jeunesse. Donc voilà. Et donc, alors, vous allez dans ce foyer. Est-ce qu'ils ont découvert l'ampleur de votre addiction? Alors non, jamais. Mais par contre, ils ont fait une fouille une fois et là, ils ont découvert toutes les bouteilles que j'avais achetées. J'ai dû aller faire du bénévolat. Comment ils ont comme découvert punition. toutes les bouteilles? Chez vous? Non, dans le foyer. En fait, j'avais stocké toutes les bouteilles que j'avais achetées et puis ils sont tombés sur ça lors d'une fouille. Et donc, ils ont découvert le problème, mais ils m'ont juste demandé de faire une soirée en tant que bénévole et puis l'affaire était réglée. Et parce que vous habitiez dans ce foyer? Oui, j'ai habité pendant 7 mois. Et c'est vous qui avez voulu aller y habiter? Oui, parce qu'en fait, les tensions familiales étaient tellement fortes que je ne pouvais plus y vivre, tout simplement. Nous allons accueillir le professeur Michel Reynaud qui va nous éclairer de son expertise de psychiatre spécialiste des addictions. Comment réagissez-vous au témoignage de Mélissa qui assène tout ça de manière assez froide, je trouve? Deux choses. Peut-être, sur un plan général, il va falloir, et on le fera sûrement dans le courant de l'émission, s'interroger sur pourquoi les jeunes boivent si facilement et pourquoi on a 3 femmes parmi nos témoins. Parce qu'il y a une augmentation de l'alcoolisation chez les jeunes et il y a une augmentation de l'alcoolisation féminine. On y reviendra. Après, dans l'histoire de Mélissa, on retrouve ce que l'on retrouve très classiquement chez les gens qui ont des problèmes d'alcool avec une plus grande vulnérabilité. C'est-à-dire besoin de l'alcool pour être bien, besoin de l'alcool pour échanger, besoin de l'alcool pour être à l'aise avec les autres, pour avoir l'impression d'être quelqu'un d'intéressant et puis faciliter les relations. Besoin de l'alcool pour calmer des souffrances et très souvent chez les personnes, notamment chez les jeunes femmes, on retrouve des traumatismes dans le développement de leur histoire. Alors, traumatisme physique, sexuel, violence psychologique, mais l'alcool est un parfait anesthésique. Et puis après, on retrouve toute cette tolérance du milieu, ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire que la vodka était naturellement présente. Et donc, c'est sur toutes ces choses-là qu'il faudrait essayer d'agir. Les détails de quelqu'un qui est devenu dépendant et qui est amené à boire de l'alcool à brûler ou de l'eau de Cologne, on les rencontre très fréquemment. Le fait qu'elle cache... non, ce qui est plus important, c'est que ça n'ait pas été vu avant et que, heureusement, elle a trouvé quand même des amis qui ont essayé de l'aider. Je pense que votre situation était très difficile si vous êtes allé en foyer, mais les choses étaient déjà bien entamées. Et puis le point important, c'est que vous en êtes sorti et que vous en êtes sorti vite. Et que c'est plutôt un exemple, parce que cette histoire qui est comme ça très ramassée et courte, il y a plein de gens qui la vivent avec moins de vulnérabilité qu'elle, donc ça met plus longtemps. C'est vrai que nos
Les gens que nous voyons, les premiers dépendants, ils ont 20-25 ans. Mais on peut devenir une femme dépendante à 30-35 ans avec une histoire qui est la même que la sienne, mais qui est un peu plus longue. D'une manière plus générale, pourquoi les femmes s'alcoolisent de plus en plus selon vous? Et de plus en plus jeunes? Alors là, c'est assez simple. C'est un changement social, sociologique majeur. L'alcoolisme des jeunes a été encouragé par le net, par les publicités qu'on a absolument sur tous les sites festifs, musicaux, sportifs. Et ça s'est diffusé de façon virale avec une espèce de normalisation de la cuite chez les jeunes, et notamment chez les jeunes femmes. Les jeunes femmes, il y a 10 ans, n'étaient pas ivres ou c'était très honteux. Maintenant, c'est totalement banalisé. Donc il y a un changement et une tolérance pour l'alcoolisation des jeunes, et en particulier pour l'alcoolisation des femmes, qui sont en train d'arriver à égalité avec les hommes. Elles ont rattrapé les hommes sur le tabac. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Et maintenant, elles sont en train de les rattraper sur les cuites, sachant qu'en plus, elles sont plus vulnérables. On aura l'occasion aussi d'en parler. Donc, c'est un terrible problème. Cette augmentation de l'alcoolisme des jeunes et des femmes, on parlera sûrement aussi des risques sexuels, des rapports avec la grossesse, est une préoccupation qui n'est pas perçue par notre société, qui l'encourage. On a une société qui pousse à cette consommation. Le net et les réseaux sociaux le favorisent, mais derrière, il y a une espèce de manipulation importante des alcooliers. Il faut savoir que 10% de l'alcool, 50% de l'alcool est acheté par 10% des personnes. C'est-à-dire les 10% qui ont des problèmes achètent 50% de l'alcool. Donc les alcooliers ont besoin de ces 10%. Et donc, il faut rendre un certain nombre de gens dépendants. Ils le savent aussi bien que nous. C'est extrêmement facile mathématiquement. Il faut qu'on ait 10% de sujets qui ont des problèmes avec l'alcool et dont 5%, c'est-à-dire 1 à 2 millions, sont dépendants. Ça ne marche plus avec le vin, on le fait maintenant avec les alcools industriels, la bière, la vodka, le gin. Donc chez les femmes, en plus, quand on prend des contraceptifs, la pilule, la cigarette, plus l'alcool, plus c'est vraiment problématique. Ça conduit à des vraies pathologies. Alors, on peut peut-être dire d'emblée que parmi les complications qu'ont les jeunes, on voit bien, c'est l'adaptation scolaire, universitaire, qui casse leur possibilité d'insertion de bonne qualité, bien plus gravement que le cannabis. En masse. Mais chez les jeunes femmes, il y a des risques de violence sexuelle, de viol, de rapports pas franchement consentis, de maladies sexuellement transmissibles, de grossesse en ayant eu plusieurs cuites, ce qui pose un certain nombre de problèmes, qui risquent de poser des problèmes pour l'enfant. Donc il y a des particularités à ces consommations chez les jeunes femmes qui les rendent encore plus problématiques que chez les jeunes hommes. Cynthia, bonjour Cynthia. Quelle similitude retrouvez-vous avec l'histoire de Mélissa? J'approche notamment par rapport à l'âge où j'ai commencé moi aussi. J'ai commencé très jeune. Aussi jeune? Ouais. À 11 ans? J'ai commencé à fumer tout ça vers 10 ans et demi, 11 ans. Vous aussi, vous buviez pour fuir ce qui se passait chez vous? Complètement, ouais. Qu'est-ce qui se passait chez vous? J'avais mon papa qui a été incarcéré pendant 14 ans, mais j'ai toujours été très très proche de lui, donc j'allais le voir au parloir fréquemment. Donc voilà, j'avais le manque de mon papa, ma mère qui était un petit peu dépassée par tout ça. Donc j'étais un peu livrée à moi-même. Au fil des mois, l'alcool a pris de plus en plus de place dans votre vie. À quel point? À quel point que j'ai fait une pancréatite et une septicémie très jeune, la première à 14 ans, 13-14 ans. Vous buviez quoi à l'époque? De la vodka surtout. Combien plusieurs bouteilles par jour? Mon gros problème, moi, c'est que j'ai pas de limites. J'ai jamais su me mettre des limites. Et moi aussi, l'alcool m'a vite entraînée à la consommation de cocaïne. Je faisais que la sniffer, mais j'en consommais beaucoup. Je sortais beaucoup, je consommais beaucoup de cocaïne. Ça m'a abîmé le pancréas. Avec quel budget faisiez-vous tout ça?
Mais avec quel budget? J'ai commencé déjà très tôt. Je suis coiffeuse à travailler en coiffure, donc à 14 ans. Donc j'avais un petit peu mon argent. Et enfin, je me débrouillais toujours, soit en coiffant, soit... Je me débrouillais toujours. Alors, votre mère, Martine, est avec nous, dans le public. Bonjour, madame. Bonjour. Avant cet épisode, vous n'aviez pas mesuré l'ampleur de la situation? Non, pas du tout. Quel souvenir vous gardez du jour où votre fille s'est retrouvée à l'hôpital pour cette pancréatite? Quelque chose d'abominable. Ouais. Parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était une pancréatite. Quand elle est rentrée à l'hôpital, le soir même, on m'a dit qu'elle avait quelque chose au pancréas. Et pour moi, le pancréas, c'était un cancer. Je ne savais pas et j'ai dit cancer, on ne s'en réchappe pas d'un cancer au pancréas. Donc on m'a dit, on ne sait pas, il faut faire d'autres examens. La nuit a été très longue. Et le lendemain matin, on m'a appris que c'était une pancréatite et on m'a expliqué ce que c'était une pancréatite. Vous n'aviez pas remarqué que votre fille buvait? Non. Non, parce qu'à 13 ans, on ne peut pas s'imaginer. Une maman ne peut pas s'imaginer. J'avais eu... Donc, ma fille est née, je n'ai pas eu ces problèmes. Et non, je ne m'imaginais pas qu'à 13 ans, on pouvait commencer à boire, Non. Donc là, vous l'avez compris. Là, je l'ai compris. Donc, elle a été soignée pour sa pancréatite. Est-ce qu'elle a arrêté de boire? Non. Non, mais parce qu'après sa pancréatite, par-dessus, elle a fait une septicémie. Et non, elle n'a pas arrêté, puisqu'elle en a refait 3 ou 4 de pancréatite. Même pas un petit peu? Vous n'avez même pas arrêté enfin, un petit peu, quelques mois? Si, les moments où j'étais en cure, où j'avais des petits moments d'abstinence, mais jamais très longtemps. 4 pancréatites. Entre quel âge et quel âge? Dont une très grave, d'entre 14 ans, et la dernière, je devais avoir 17 ans, 18 ans. En tant que mère, que ressentiez-vous face à cette situation? C'est dur. On s'en veut un peu parce qu'on se dit, je ne l'ai pas compris, je n'ai pas vu, je m'en voulais. Je me suis dit, j'ai dû être un moment absente, je n'ai pas été assez proche d'elle. On s'en veut. On s'en veut de ne pas s'en être aperçu avant. Et vous la laissiez sortir beaucoup à cet âge-là? Oui. J'avais confiance en elle. Elle me disait, je vais dormir chez la copine, je viens dormir. Et je vous dis, j'ai pas eu le problème avec l'aînée. Alors, pour moi, j'avais confiance en elle. Puis, loin de mes pensées qu'elle avait commencé si tôt tous ces problèmes. Alors, Cynthia, à l'âge de 15 ans, alors que vous étiez sous l'emprise de l'alcool, un événement a bouleversé votre vie. Oui. Que s'est-il passé? Je fréquentais donc des personnes beaucoup plus âgées que moi. Et le soir où j'avais beaucoup trop bu et beaucoup trop consommé de cocaïne, je me suis fait violer. C'est un événement qui m'a marqué, Je comprends. traumatisée. C'est ce qui a fait aussi que après j'avais justement encore envie de plus de consommer, pour oublier encore ce qui s'était passé. Donc voilà, après c'est un cercle vicieux. Gaëlle. Bonjour. Alors, vous aussi, Gaëlle, vous avez mis votre vie en danger à cause de l'alcool. À seulement 30 ans, vous êtes la doyenne de notre plateau. À quel âge vous avez commencé à boire? J'ai commencé à boire à l'âge de 14 ans. Dans quelles circonstances? Dans les circonstances festives. Ouais. Au départ, on se donnait rendez-vous le week-end chez les copains, on tournait à tour de rôle. On emmenait des bouteilles, de la bière, voilà. Donc c'était vraiment festif. Au départ, c'était vraiment très festif. À 16 ans et demi, vous avez vécu en colocation, car votre vie en internat, vous étiez dans un internat, ça ne se passait pas très bien. À quoi ressemblait votre quotidien à cette époque? Alors quand j'ai pris ma colocation avec une copine de ma classe, le début s'est très bien passé. On suivait les cours parfaitement. Puis au fil de l'année qui passait, c'était les apéros le soir, ça a commencé vers 18h, mais petit à petit ça se prolongeait jusqu'à pas d'heure. Donc il y avait des copains, mais petit à petit il y avait des copains, donc on connaissait même pas. Donc l'alcool commençait à couler à flot et ça commençait à dégrader l'année scolaire aussi. Personne ne s'en est rendu compte dans votre entourage?
Alors, à l'époque, je partais la semaine, donc mes parents avaient entièrement confiance. Pour eux, voilà, il y avait aucun souci. Ma colocataire de l'époque, qui elle prenait l'apéro, comme on dit, mais voilà, elle avait ses limites. Sauf que moi, les limites, je ne les connaissais pas, comme tu disais. Et pour le coup, je crois qu'elle s'en est rendue compte. Mais Elle vous en a parlé? non, elle m'en a jamais parlé. On s'est jamais revus depuis. Mais je pense qu'elle s'était rendue compte qu'il commençait à y avoir un sérieux problème. Alors, pas de limite, ça veut dire quoi? Que vous étiez saoul tous les soirs? Ben, le problème, c'est qu'à force de consommer quasiment tous les soirs et une quantité de plus en plus grande, le corps s'habitue. Donc du coup, l'état d'ivresse, qu'est-ce que c'est réellement? Puisque mon corps s'habituait, donc quand les gens partaient, j'allais me coucher. Mais Il y a 7 ans, vous avez rencontré votre futur mari, le père de votre fils. Est-ce qu'il était au courant de votre problème? alors à l'époque, au début, non. Au début, il n'était pas au courant. Mais petit à petit, la vie en commun s'est faite. J'avais des soirs, je rentrais fréquemment fatiguée, où je me mettais sur le dos du travail, jusqu'à un réveillon. C'est-à-dire quoi? Vous buviez en dehors de chez vous? Oui. Je buvais en dehors de chez moi et jamais en présence de personne. Un soir... Et il s'en est pas rendu compte? Ça sentait pas l'alcool? Non, parce que je trouvais toujours un chewing-gum. Enfin, voilà, j'avais... Après, c'est ce que moi je me dis au jour d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que lui le sentait certainement, mais qu'il ne me l'avait jamais dit à l'époque. Mais ça a duré un certain temps jusqu'à un réveillon, où vu que je ne consommais jamais en présence des personnes, en soirée, je ne consommais pas. Donc ça peut paraître très bien, sauf que j'attendais qu'une chose, c'était qu'on rentre, ou alors en cachette. Et à un réveillon... Pourquoi vous ne consommiez pas en soirée? Vous aviez peur justement de ne jamais vous arrêter? Vous peur aviez de ne peur pas de vous? m'arrêter, et puis peur du jugement aussi. Ouais. Et peur qu'on décèle que oui, j'ai un problème. Ouais. Et j'étais pas prête à assumer ça à cette époque-là. Donc, À ce réveillon, je profitais de l'échappatoire d'aller aux toilettes pour aller consommer dans le bar de la personne qui nous recevait, donc qui était dans une pièce annexe, jusqu'au moment où j'étais plus du tout... mes propos étaient plus cohérents du tout. Donc là, il y a eu un moment, ça allait plus. Et là, mon mari s'en est rendu compte et ça a mis clos à la soirée. Parce que j'étais vraiment dans un état second. qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je ne m'en rappellerai pas exactement mot pour mot, mais c'était le premier avertissement, si je peux dire, qu'il y avait un problème. Après, il vous a surveillé? Surveiller, je ne sais pas, mais notre quotidien était devenu pesant et lourd. Parce que moi, je m'en rends compte au jour d'aujourd'hui, parce qu'on en discute. Mais ces soirées, c'était la galère, parce qu'il surveillait si je rentrais bien, il surveillait si j'étais pas fatiguée. Et vu que je rentrais tous les soirs bizarrement fatiguée du boulot, oui, j'étais surveillée, oui. Il y a 5 ans, vous vous êtes retrouvée enceinte. Oui. Vous avez arrêté de boire pendant la grossesse? Alors bizarrement, oui. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool pendant ma grossesse. Mais vraiment pas une goutte d'alcool. J'étais tellement heureuse que du coup, l'alcool était mis de côté dans ma tête. Je n'y pensais pas, à aucun moment. Sans être dans un état de manque? Non, du tout. Et puis, vous avez eu votre bébé? Oui. Vous avez tenu? Au bout de 15 jours, j'ai eu un gros baby blues. Et là, tout s'est effondré. Pourtant, j'avais tout, hein. Mais le manque, le fait d'être enceinte me manquait. Je crois qu'il y a un tout qui est retombé. Et là, c'était la rechute totale. Et ça a été très rapide. Et alors là, vous avez dû avoir peur pour votre bébé, non? Alors, quand j'étais toute seule avec lui, je ne consommais pas. J'attendais que mon mari rentre. Et là, par contre, c'était l'alcoolisation rapide et de l'alcool fort. Et lui, il s'en rendit compte, là, à ce moment-là? Oui, je pense qu'il s'en est rendu compte. Parce qu'entre la naissance de notre enfant et aujourd'hui, c'est 5 ans, mais il y a eu quand même 2 ans. Depuis 2 ans, j'ai démarché des soins. Donc oui, il s'en est rendu compte. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de vous trouver dans des situations critiques avec votre enfant, où vous aviez trop consommé d'alcool et où c'était dangereux pour lui? En extérieur, non.
À la maison, je me revois par rapport à des photos ou de par les propos qu'a pu m'expliquer mon mari, que des fois, oui, je l'avais dans les bras. C'était pas normal, c'était très dangereux. Enfin, oui, ouais, je le mettais en danger. Qu'est-ce qui vous a poussé à réagir? Ce qui m'a poussé à réagir, c'était l'année dernière, au mois de janvier. On était revenu de voyage. Et le voyage s'était très bien passé, pas une goutte d'alcool, très bien. Et le lendemain, pour quelle raison, je ne le sais toujours pas, je me suis alcoolisée très fort et très rapidement. Et là, c'était la débandade totale et j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise donc, devant mon petit garçon. Mon mari a appelé son frère, m'a emmené aux urgences. Et là, j'ai un trou noir. À mon réveil, les infirmières m'ont simplement dit que j'avais un taux d'alcool énorme. Je ne le sais pas et je ne le saurai pas. Donc j'ai été placée en unité de crise pendant 8 jours. Combien d'alcool vous aviez bu ce jour-là? J'avais bu au moins une bouteille d'alcool à 40 degrés, alcool fort, plus des flasques que j'avais achetées en faisant des courses le midi, enfin l'après-midi. Et très rapidement, donc du coup, l'effet a été très rapide en fait. Comment votre mari a-t-il réagi? Mal, très mal. Quand j'ai été placée en unité de crise là, pendant les 8 jours, ça a été clair. Si je faisais pas quelque chose, il m'enlevait mon enfant. Et nous, c'était terminé. Donc c'était très froid. Très froid. Et il me mettait au pied du mur. Hein. C'était, voilà. Vous deviez Normal. vous y attendre? Oui. Vous deviez le chercher? Peut-être qu'au fond de moi, oui. Ah oui. Parce que là... Parce que bizarrement, je ne sais pas comment vous interprétez tout ça, mais elle doit toujours dans une situation où il lui manque quelque chose. Après la grossesse, en rentrant de voyage. Mais d'abord, quand on boit, c'est un peu pour faire la fête et pour se sentir bien avec les autres. Et puis, on le voit bien sur toutes ces histoires, c'est pour calmer un malaise, une souffrance, quelle qu'elle soit. Hein. C'est après une violence, c'est dans le baby blues, c'est à la suite d'un conflit. Mais on sait, quand les gens sont devenus dépendants, ils sont fragiles, encore plus fragiles émotionnellement. Et c'est à l'occasion d'événements émotionnellement remuants qu'ils se remettent à boire. Si je peux me permettre de dire deux choses, on retrouve chez Gaëlle le fait qu'elle est passée aux urgences, et je voudrais dire que les comas éthyliques ont été multipliés par 3 ces 5 dernières années. Les pancréatites et les hépatites aiguës, qui sont liées à l'alcool, ont également été multipliés par 3 dans les services d'urgence. Donc c'est à la fois leur histoire individuelle, mais en même temps... Chez les jeunes, oui, chez les moins de 30 ans, mais c'est totalement lié, hein, c'est pas la peine de chercher, c'est d'une extrême logique. Il y a peut-être un autre point, c'est la souffrance de ceux qui accompagnent. Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la maman de Cynthia, mais c'est très, très dur. Et on plaint les conjoints cancéreux ou d'Alzheimer et on oublie les années de souffrance de ceux qui cherchent à sortir les gens qu'ils aiment de cette difficulté. Un autre élément, c'est qu'elle dit très bien qu'elle dit son corps. En réalité, c'est son cerveau qui s'est habitué à fonctionner avec un taux d'alcool et qui a besoin de ce taux d'alcool pour que le cerveau fonctionne. Et quand il ne l'a pas, le cerveau appelle, le cerveau demande ce qui est devenu la chose la plus importante de la vie de la personne qui est dépendante. Et donc, ils vont boire. Alors après, le fait de cacher, le fait de mentir, l'impression que les gens ne disent pas la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pas Quand on est devenu malade, mais ça prend du temps pour devenir malade, le contrôle raisonnable et sérieux de ce que l'on a comme comportement n'existe plus. Il y a un besoin qui est tapis dans le fond de votre cerveau et qui demande absolument, quelles que soient les conséquences, de recommencer. Et quand cet animal se réveille, il est plus fort que le petit contrôle dans le poste de pilotage. Donc, vous vous retrouvez en cure donc pendant 8 jours, c'est ça? Non, en unité de crise. C'était une semaine intermédiaire où là, on m'a mis un peu face à moi-même. Mon mari ne souhaitait pas me voir, ce que je comprends, parce qu'il préservait notre enfant aussi.
Moi, j'ai eu le temps de voir aussi ma, certes courte vie pour l'instant, mais beaucoup de choses qui rappellent un peu à l'ordre. Et ça m'a permis de faire un point à l'aide des infirmières de ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris la décision de me faire soigner. Ouais. Et vous nous raconterez tout à l'heure Voilà. où vous en êtes aujourd'hui, puisque ça fait 1 an. Hein, ça. Voilà, 15 mois. Très bien. Thomas, bonjour. Vous avez quel âge? 20 ans. Vous êtes un bébé. Un peu, ouais. Dans quel contexte vous avez commencé vos premiers verres? En soirée festive avec des amis vers mes 12-13 ans. Alors, pendant 5 ans, vous buviez de manière occasionnelle. Comment l'addiction s'est-elle installée? Elle s'est installée quand je suis arrivé pour faire mes études. Je me suis installé tout seul dans un appartement. Et directement, Vous faisiez des études de quoi? études de médecine. Donc j'ai commencé par boire quelques bières le soir, un pack de 6 bières, une canette ou deux, pour me détendre et surtout m'aider à dormir parce que de base j'ai de gros problèmes de sommeil. Est-ce que cette quantité d'alcool s'est amplifiée au fil des mois? Oui, bon, pendant 6 mois, 1 an, je devais boire un pack de 6 bières ou deux, 4-5 canettes de 100 centilitres, de la bière forte surtout. Et puis après, je suis passé au whisky parce que c'était plus fort et plus rapide à monter. Et je suis arrivé vers la fin jusqu'à une bouteille et demie ou deux de whisky tous les soirs. En tant qu'étudiant en médecine, vous étiez lucide sur ce que vous faisiez? Vous étiez conscient de la dose d'alcool que vous absorbiez? À peu près, mais à ce moment-là, je n'étais pas inquiet. Comment? À ce moment-là, je n'étais pas inquiet. Je m'en rendais compte, mais... Vous disiez quoi? Je me disais que ça allait passer, que c'était juste pour le moment, comme ça. Autour de vous, on s'en rendait compte? Non. Parce que jusqu'à 2 litres de whisky par soir, quand même, Ça, vous c'est ne tombiez venu- pas dans le coma? Ça, c'est venu plus tard. Non, je sais que tous les soirs, j'avais des gros trous noirs et je me réveillais sans me souvenir du moment où je m'étais endormi, mais sinon, j'ai jamais eu de coma ou de soucis comme ça. Vous parveniez à travailler? Première année de médecine, c'est dur? En première année de médecine, j'ai réussi un peu. Bon, au niveau de mes capacités mentales, elles s'étaient altérées, donc forcément, j'ai pas réussi. Et ensuite, je suis passé dans des études d'infirmier. Donc là, pendant 1 an, ça a marché à peu près. J'ai réussi ma première année. Et c'est sur les 5-6 derniers mois que là, vraiment, la consommation m'empêchait physiquement le lendemain d'aller en cours et intellectuellement aussi de faire quoi que ce soit. Alors, vous avez tout juste 20 ans. Cette situation est récente, alors? Oui. Vous en sortez à peine, alors? Ça fait 6 mois depuis hier que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Pas une seule goutte? Et comment vous allez aujourd'hui? Franchement, très bien. Très bien. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à notre émission sur Twitter ou sur Facebook ou nous faire partager votre propre expérience. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le menu de nos prochaines émissions. À tout de suite. Roger, c'est le seul cas dans le monde. Seul et unique. Ils sont atteints d'une maladie extrêmement rare. Ils ont décelé une anomalie, mais ils ne savaient pas ce que c'était. En fait, il a un retard immunitaire, il a un retard de croissance, mais cérébralement, il est au top. C'est une maladie qui déforme le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'elle a tout son côté gauche qui grandit plus vite que l'autre. J'ai les muscles qui s'affaiblissent de mois en mois et d'année en année. Il s'agit de la maladie de Kennedy. Face à la maladie, ils se sentent souvent seuls et démunis. J'ai pas d'amis, j'ai pas chérie, j'ai rien. Ben, tu sais, c'est pas en restant... J'ai que de la famille. Alors écoute-moi, t'as eu beaucoup de soucis depuis que t'es petit, t'as eu beaucoup d'opérations, mais à chaque fois, tu restes debout. Il faut rester debout, il faut être positif. Mais où puise-t-il la force d'avancer? On ne sait pas c'est quoi son avenir. On ne connaîtra jamais si elle partira avant ou après nous. Mais il faut avancer, il faut la faire vivre, il faut que nous aussi on vive. Regarde bien tous dans leur tête, peut-être sont souffrance. Peut-être. Peut-être. Eh ben, faut se dire dès aujourd'hui, faut se battre. Faut rien lâcher. Faut rien.
Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Enceinte, vous souffrez de boulimie ou d'anorexie et cela met votre santé et celle de votre bébé en danger. Vous souffrez d'hémétophobie, la phobie des vomissements, et votre grossesse est un combat de tous les jours. Vos troubles alimentaires ont longtemps empêché toute grossesse, mais vous avez finalement réussi à tomber enceinte. À cause de votre boulimie ou de votre anorexie, vous appréhendez votre accouchement et d'éventuelles complications liées à ces troubles. Vous avez perdu votre bébé en raison de vos problèmes alimentaires et depuis, vous vivez dans la culpabilité. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. 11% des jeunes âgés de 17 ans déclarent boire régulièrement de l'alcool. Comme eux, nos invités sont tombés dans la dépendance au point de mettre leur santé en danger, comme Mélissa qui a frôlé plus d'une fois le coma éthylique. On va découvrir la suite de son récit dans notre deuxième partie, Dire enfin stop. Mélissa, vous avez commencé à boire à 11 ans. Vous avez été tentée à un moment d'appeler de l'aide. Vous disiez tout à l'heure être allée de vous-même dans un foyer, d'abord pour quitter votre environnement familial. Dans ce foyer, on a découvert votre dépendance. Vous êtes restée combien de temps dans ce foyer? Je suis restée 7 mois. Mais avant tout ça, en fait, la première prise de conscience, c'était à 13 ans. J'ai vu un numéro sur un journal, je me suis dit c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas. Vous avez vu quoi sur le journal? Un numéro de téléphone avec le nom de l'association que j'ai rejointe en fait. Et là, je prends mon courage à deux mains après avoir bu plusieurs verres pour oser enfin téléphoner. Je téléphone et là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire et finalement, je dis quelque chose, je sais pas pourquoi je vous appelle. Et la femme qui me répond me dit c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aide. Et ça m'a tellement frappée. Moi qui ai besoin d'aide, c'était pas possible. Je me débrouillais toute seule, j'étais une grande, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai raccroché. Et c'est que 4 ans plus tard que j'ai décidé de enfin arrêter de boire. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à avoir des problèmes au niveau de mon estomac. Donc, à un moment donné, je buvais que de l'eau chaude, je ne mangeais rien. Personne ne me parlait, j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis puisque dans les fêtes, j'arrivais toujours à provoquer une catastrophe. J'arrivais toujours à faire venir les parents, j'arrivais toujours à les insulter aussi. Alors finalement, je me suis dit, ma santé se dégrade, je n'ai plus de vie sociale, ma scolarité, mon avenir et ma famille en plus commençaient à se douter quelque chose, gentiment, mais sûrement. Et j'étais là devant un choix, c'était soit mourir ou arrêter de boire. Parce que j'allais avoir bientôt 18 ans et je savais qu'à ce stade-là, plus rien ne pourrait m'arrêter. 18 ans, c'est l'âge où je pourrais boire tout ce que je voudrais. C'est ça en fait pour moi l'âge de 18 ans, c'était pour ça. Et donc j'ai appelé en fait un ami que j'ai rencontré dans ce foyer. Et là, je lui ai demandé est-ce que tu peux venir avec moi à cette réunion de cette association. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Et je suis venue le 3 novembre 2011. J'ai bu ma dernière bouteille et le lendemain, j'ai commencé ma vie sobre. Ça fait depuis le 4 novembre 2011 que je ne bois plus. Et la vie, j'ai reconstruit ma vie, j'ai vécu, c'est une deuxième vie pour moi, pleine d'enrichissement, pleine de découvertes, où je me suis sentie finalement exister et être vivante sans alcool. Et c'est pour ça que je me suis dit que dire stop à l'alcool, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, en tout cas pour l'instant. Et vous en êtes où dans votre vie aujourd'hui? Eh ben, je suis étudiante, tout roule, et puis j'ai un ami, la famille ça va mieux. Je continue à aller à mes réunions 2 fois par semaine.
C'est des réunions quoi où vous êtes d'anciens alcooliques? Des groupes de Exactement, parole? voilà, s'encourage mutuellement à rester abstinent. Donc ça marche bien, ça? Oui, ça, en tout cas pour moi, ça a marché. Ça peut aussi marcher pour d'autres. Chacun a sa solution. Quel est votre message aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais dire aux jeunes de 11 à 20 ans, voire plus, c'est qu'arrêter de boire, c'est possible. Et que dès qu'on se rend compte qu'on a un problème à finir, à arrêter de boire, on se dit « ouais, je bois encore celui-là, puis après c'est fini, puis on boit quand même ». C'est là que ça commence. Et c'est là où il est important d'agir. C'est là où il faut demander de l'aide. C'est très important. Moi, si j'avais pu demander de l'aide avant, j'aurais fait, mais j'ai pas pu. C'est très émouvant, évidemment, ce témoignage. Et bravo pour ce parcours et cette prise de conscience. Quand on est parent d'enfants, ados, grands-enfants, et qu'on voit des cadavres de bouteilles, on se dit ils ont invité leurs copains dans un appartement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout interdire, on doit râler, on se dit quand même ils ont 20 ans, c'est quand même, ils ont le droit de passer une soirée... Mais il y a... c'est compliqué quand même. Il y a des limites, il y a un monde entre faire la fête et se défoncer régulièrement. C'est pas l'excès qui est à rejeter, c'est l'excès d'excès. S'il y a beaucoup de bouteilles, beaucoup de cadavres régulièrement, eh ben, je pense que ça mérite qu'on discute avec son fils ou sa fille. D'abord, ils peuvent être, vos quatre invités peuvent être fiers d'eux, parce qu'ils ont pris les choses de façon extrêmement volontaire, et c'est très bien de s'en sortir tôt, plutôt que de souffrir, de faire souffrir et d'avoir des dommages. Donc c'est déjà très très bien, on va y revenir. Alors ce que l'on voit, c'est qu'on a très souvent besoin d'être accompagné. Ça peut être par ses proches, c'est quand même assez souvent ce qui se passe, mais il faut que les proches tiennent. Alors il y a des structures qui existent aussi? Après, il y a les associations. Je ne sais pas de quelle association vous parlez, mais elles font un travail extraordinaire. On a besoin d'eux, que ce soit les Alcooliques Anonymes, Vie Libre, la Croix d'Or. Il faut s'appuyer dessus. Et il faut, il y a une fondation. Oui, il y a la fondation. Alors, j'ai créé une fondation qui rassemble toutes les associations de patients, toutes les unités de recherche et toutes les structures de soins professionnels, pour essayer de faire comprendre l'importance et la complexité du problème et pour permettre que chacun trouve la réponse et la bonne orientation. Et puis que l'on puisse soutenir à la fois les associations de patients et puis la recherche. Parce qu'on voit bien que c'est très compliqué, qu'il y a des problèmes sociaux qui empêchent de voir, que souvent, on l'a vu dans l'émission où vous m'aviez invité, les médecins ne sont pas formés, n'entendent pas, ne posent pas la question, même aux femmes. Et donc il y a énormément à faire sur l'information des médecins, sur les structures de soins qui sont très insuffisantes, sur le soutien aux associations, sur la formation de spécialistes libéraux, parce qu'il est souvent plus facile d'aller voir un médecin en ville que d'aller dans un centre social ou dans un hôpital. Donc il y a tellement à faire. Et ces témoignages de gens qui s'en sont sortis, parce que beaucoup s'en sortent à partir du moment où ils disent j'ai décidé. C'est-à-dire à partir du moment où la motivation est forte et où l'équilibre entre les dommages perçus et les bénéfices qu'on pourrait avoir à arrêter commence à aller dans le sens de l'arrêt. Et le problème, c'est qu'il faut à ce moment-là trouver la bonne porte, trouver la bonne personne et accompagner, puisque c'est extrêmement lié à des relations difficiles, à des moments émotionnels forts, et on ne peut pas être tout seul, surtout dans ces moments de sevrage, enfin les mois qui suivent, on est extrêmement fragile, on a besoin de pouvoir s'appuyer. Alors on s'appuie sur ses proches, s'ils peuvent le faire sans trop d'ambiguïté, on s'appuie sur les copains, collègues, amis des associations qui ont des liens très très forts, on s'appuie sur son thérapeute, alcoologue, psychiatre, médecin généraliste s'il est capable et intéressé à suivre. Mais c'est très difficile quand on est seul parce qu'on passe par des moments très compliqués, très douloureux et il faut pouvoir avoir quelqu'un qui vous aide à les dépasser. Cynthia, à seulement 14 ans, vous avez déclenché une pancréatite qui a failli vous coûter la vie et puis vous en avez développé plusieurs autres. Qui vous a permis de vous sortir de votre alcoolisme? Une grande femme pour moi, qui est un médecin en fait que j'ai rencontré
Donc, une association, je ne sais pas si je peux dire, une association, l'ELSA. C'est ce médecin donc, qui m'a suivi, que j'ai rencontré à l'hôpital quand j'ai fait une pancréatite. C'est la première, je crois, qui est venue me voir et elle ne m'a jamais lâchée. Et c'est elle qui m'a mis sous traitement, en fait, sous substitution. Et donc elle m'a envoyée en cure. On a essayé plusieurs choses qui n'ont pas forcément marché, jusqu'au jour où... Pourquoi elle vous a touché particulièrement, cette femme? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quels mots elle a su trouver qui vous ont touché? Elle a cru en moi, en fait. Elle a cru en moi, malgré que des fois, je retournais la voir et j'avais rechuté. Mais c'était la seule qui vraiment croyait en moi. Donc voilà. Et puis elle a pris le temps de chercher qu'est-ce qui me conviendrait le mieux, vu que les cures avec moi ça fonctionnait pas. Et donc elle m'a trouvé un endroit, c'est une post-cure, qui m'a bien convenu. C'est quoi la différence entre une cure et une post-cure? Parce que la cure, c'est en général bref et c'est à l'hôpital. C'est une semaine le plus souvent et 3 semaines dans les services spécialisés. La post-cure qui vient après le sevrage, qui est une petite période, qui n'est pas le problème. Le problème, c'est, comme elle le disait, d'en rêver la nuit, d'en avoir envie, dès qu'on est mal, de se dire « mais je sais que je serai bien avec une bière ». Et ça prend du temps, il faut pouvoir en parler avec des gens qui ont les mêmes problèmes. Et donc, c'est souvent, je ne sais pas combien, c'est entre 1 et 3 mois. La différence, c'est que pour moi, les cures, c'était en psychiatrie qu'ils me mettaient. J'étais mineure. Donc, c'est vrai que j'étais mélangée avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans mon cas. Ça revient sur ce que je disais, le manque de structures spécialisées en France qui est terrible. Et effectivement, dans beaucoup d'endroits, on va en psychiatrie où le contexte n'est pas forcément celui qui permet de bouger. Tandis que dans des services spécialisés, on échange avec des gens qui ont les mêmes souffrances. Et puis il y a des soignants qui ne jugent pas, qui rejettent pas. D'éducateurs, d'infirmiers, d'éducateurs. Enfin, c'était complètement différent que la psychiatrie, quoi. Et on est formé à croire, enfin on a besoin d'y croire aussi, donc on supporte assez bien les moments difficiles et les patients ne se sentent pas, en général, rejetés ou stigmatisés ou méprisés. Vous en êtes sortie, là? Ça a été très compliqué. Grâce à mon compagnon, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai été abstinente pendant 3-4 ans. Ensuite, j'ai eu un petit garçon qui a maintenant 2 ans et demi. Et suite à une séparation avec mon compagnon, à peu près à l'âge de 6 mois de mon fils, là j'ai rechuté, mais encore pire qu'avant. Et j'ai fait beaucoup de mal à moi-même, à ma mère, je le regrette d'ailleurs beaucoup, à tous mes proches. Et ça fait 1 an maintenant. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, excusez-moi, j'ai voulu mettre fin à mes joies, en fait. Donc j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne récupérer mon fils. Et moi, dans ma tête, je savais ce que je voulais faire à ce moment-là. Et je l'ai fait. Et inconsciemment, je ne me rappelle pas pourquoi. Quand j'ai commencé à prendre tous ces cachets, quand ma mère a récupéré mon fils, et j'ai commencé à prendre tous ces cachets pour mettre fin à mes jours, j'ai envoyé un message à ce fameux médecin. Et elle a compris tout de suite. Et elle a fait venir les pompiers. Et c'est grâce à elle, en fait, que... Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Je suis en pleine reconstruction. Et voilà, heureusement que j'ai mon fils. C'est mon sauveur. C'est ce qui me fait avancer. Et pour le moment, ça va. Ça fait 1 an maintenant, tout va bien. Gaëlle, nous allons voir dans quelques minutes dans un reportage que vous êtes très active dans le milieu associatif aujourd'hui. Ça fait donc 1 an que vous avez décidé de vous traiter. Oui. Quel traitement, justement, vous avez suivi après votre hospitalisation d'1 semaine? Alors, j'ai décidé de faire un sevrage de 15 jours, enfin 12 jours à l'hôpital, plus l'association Alcool Assistance où je suis toujours aujourd'hui.
Alors c'est en images que nous allons découvrir où vous en êtes aujourd'hui, justement, dans votre vie. Retrouver le goût de vivre, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, en Maine-et-Loire. Oui, tout à fait. À Cholet, dans le Maine-et-Loire. Quand Gaëlle, 30 ans, fait ses courses, elle doit faire attention à ce qu'elle achète, car elle n'a pas le droit de consommer tout ce qu'elle veut. Pour les vinaigrettes, j'en ai demandé à mon médecin dictologue si je pouvais en consommer, parce qu'il y a du vinaigre de vin, donc c'est pas toujours évident. Moi qui cuisine beaucoup en plus, mais c'est toléré. Parce que dans ces cas-là, on ne vit plus. Hein. Dans la moutarde, il y a de l'alcool, si on veut, dans beaucoup de choses, il y a de l'alcool. Mais je consomme pas de plats style bœuf bourguignon, choses comme ça, où il y a de l'alcool. Pourtant, c'est cuit. Mais aujourd'hui, en tout cas, à 1 an et quelques d'abstinence, non, je ne le souhaite pas pour l'instant. Si Gaëlle s'interdit toujours certains produits, passer dans le rayon alcool n'est pas un obstacle pour elle. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien de passer à ce rayon-là, parce que mon deuil de l'alcool, entre guillemets, est bien fait. Par contre, ça me fait quelque chose de voir des jeunes en prendre. Et ça m'arrive que les jeunes m'interpellent pour que je puisse leur passer des bouteilles. Donc, je ne suis pas là pour les sermonner. Mais par contre, je leur dis que de par mon vécu, je ne le ferai pas. Et que ce n'est pas les aider et que ce n'est pas forcément intelligent de consommer comme ça à outrance en pleine journée. Après, je sais qu'ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je leur déconseille. Et pour mettre en garde les jeunes, Gaëlle fait partie de l'association Alcool Assistance. Olivier. Bonjour, ça va bien? Bien. Et toi? Ça a bien roulé quand même malgré la pluie? Impeccable. Aujourd'hui, après 15 mois d'abstinence, c'est la première fois qu'elle va prendre la parole pour partager son expérience. Je suis assez sereine parce que je sais un peu de quoi je parle de par mon vécu. Après, je suis timide de nature, mais on est une famille, donc la timidité s'efface au fil du temps. Et c'est Auguste, son parrain dans son combat contre l'alcool, qui la soutient dans cette nouvelle étape. J'ai rencontré la Gaëlle suite à un appel de son mari à l'époque. Et voilà, les choses se sont passées, je dirais, avec beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup de profondeur. Il y a eu un courant qui est passé, le feeling, tout simplement. Auguste, pour moi, c'est un peu comme mon deuxième père. Il a une place très importante dans mon épanouissement d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et merci d'être parmi nous aussi nombreux. Le thème, c'est la consommation excessive pouvant conduire à l'addiction. Mesdames, je pense que Gaëlle sera plus à même que moi pour répondre, puisque le différentiel d'âge est nettement moins important, n'est-ce pas? Du coup, on est venu là parce que voilà, on sort souvent, 1 fois par semaine, donc voilà, on s'interroge vraiment sur notre consommation d'alcool. Je comprends ton sentiment de se sentir jeune, de vouloir vous amuser, puisque moi, je l'ai vécu. Donc, on est loin de se sentir dépendant de l'alcool à 20 ans, ça c'est clair. Je peux pas vous dire, moi, à quel moment je me suis dit, oui, je suis alcoolique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où le matin, on pense qu'à la débauche pour aller acheter sans consommation, c'est que là, oui, il y a un gros problème. Chacun est différent, donc je peux pas donner de conseils qui sera valable sur tout le monde. Mais soyez prudents. Déjà, vous en parlez intelligemment. Voilà, vous êtes conscient, vous vous posez des questions sur votre consommation. C'est que déjà, vous avez conscience des choses. Mais ça peut vraiment aller très loin. Ça peut vraiment aller très loin et mettre en danger votre propre vie aussi. Animer ce débat, ça m'a plu. C'est enrichissant parce que aider les autres, ça m'apporte moi. Et si je peux donner autant, sinon plus, que ce que moi, on m'a apporté quand je suis arrivée, ça sera super. Si cette maman d'un petit garçon de 5 ans met tout en œuvre pour sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool, son combat à elle n'est pas terminé. Depuis qu'elle ne boit plus, elle a adopté une nouvelle hygiène de vie. Faire du sport m'apporte d'évacuer mon stress, donc c'est un moment vraiment privilégié à moi. Il y a des grandes différences qui se voient. Physiquement, j'ai repris du tonus, de la pêche, comme on peut dire. Et psychologiquement, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée et je pars moins au taquet. Dès qu'on me dit quelque chose, je pose les choses et après, je réfléchis. Tout a changé dans ma vie depuis que j'ai arrêté l'alcool. On me redonne confiance, je me refais confiance, c'est une nouvelle vie.
Comment vous êtes trouvée? Ça va. Hein? Ça va. Hyper bonne dans ce débat là. Après S'exprimant très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Moi, j'ai pris confiance en moi, oui, à force, oui, je Comment? pense. J'ai pris confiance en moi, oui, je pense. Oui. Ah ouais, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Quel regard vous portez sur cette année? Dure, compliquée, heureuse. C'est un mélange. C'est un cocktail de tellement d'émotions en même temps que c'est compliqué de mettre un mot. Et votre mari? Idem. Je pense, je parlerai pas en son nom, mais je pense qu'il en a tellement bavé depuis toutes ces années qu'il a gardé pour lui. Il est très heureux. Vous en parlez tous les deux? Oui. Il faut en parler. Hein. On en parle, mais moi j'ai très vite rebondi. J'ai très vite rebondi, j'ai rebondi, j'ai pris les choses en main, j'ai avancé. Lui, il a tellement encaissé qu'il avance pas à la même vitesse que moi. Ouais. Alors, c'est important ça à souligner, parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure des problèmes collatéraux que cela engendre. C'est une bonne remarque, elle est vraiment intelligente. Vous êtes vraiment formidable. Hein. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à son conjoint qui manifestement semble avancer moins vite? Quels conseils on pourrait donner? D'abord, où est-il? Non, d'abord, il est, non, mais c'est quelque chose que il vous observez. Il est peut-être plus réservé émotionnellement, à la fois dans le début où il n'a pas fait de drame et dans l'après où il ne manifeste pas une joie extrême, et peut-être qu'il est fait comme ça. Les conjoints, les associations de patients les reçoivent, et il y a souvent des groupes pour les conjoints, pour les aider à comprendre, à savoir qu'ils ne sont pas seuls, à trouver les bonnes réponses, et c'est souvent une bonne façon. Il y a aussi des thérapies familiales ou des prises en charge des familles ou des conseils aux familles dans les centres spécialisés. Alors, il serait prêt ensuite, à aller dans un groupe de parole ou Il l'a fait. Pardon? Non, je lui demandais s'il serait prêt à... Oui, il l'a fait. Il le fait. Alors, donc il fait ce qu'il peut, et il a fait son boulot de conjoint. Je pense après, que les conjoints gardent un certain temps le souvenir de la souffrance et de la crainte que ça recommence quand ils ont vécu l'horreur pendant des années, n'est pas étonnant. Et donc ça énerve souvent la personne qui est arrêtée, qui dit mais regarde, je suis bien, je suis fier de moi, et toi tu me dis que tu regardes encore si je n'ai pas ramené une bouteille, tu veux pas qu'on en ait à la maison quand on reçoit des copains, enfin il y a où tu vérifies ce que j'ai dépensé. Donc il y a une espèce c'est pas de culpabilisation, mais d'hyper-attention du conjoint qui a été traumatisé et qui a peur de revivre ça, qui est souvent mal vécu par celui qui est assez content de ce qu'il fait. Thomas, alors vous êtes abstinent depuis 6 mois. Comment vous avez réussi à stopper votre consommation d'alcool? Au début, 5-6 mois avant d'arrêter vraiment, je me rendais compte que ça commençait à ne pas aller bien. Donc j'ai vu une psychiatre. Bon, elle m'a accompagné, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis un soir, mes parents m'ont appelé quand j'étais seul dans mon appart. Et en fait, je m'en souviens pas. Et bref, ils sont venus me chercher parce que j'étais beaucoup trop alcoolisé. Et le lendemain, ça leur a fait un choc à eux, à moi aussi. On allait voir mon médecin traitant, on allait voir ma psychiatre ensemble parce qu'ils ne savaient pas que je voyais une psychiatre. Et ensemble, on a décidé de me faire suivre un sevrage et une cure ensuite. Ça a duré combien de temps? Le sevrage a duré 2 semaines et la cure 3 semaines. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux en tout cas. Vous dormez mieux? Ouais, j'ai un traitement qui me suit. Pour dormir? Donc je suis plutôt bien aidé à ce niveau-là. Et les études? Les études, ça va bien aussi. C'est-à-dire? C'est reparti. Vous êtes reparti dans quoi alors? Les mêmes études, infirmier toujours. Ouais. J'ai continué. Et non, c'est bien parti. Au niveau travail, ça se passe bien. J'ai repris des capacités intellectuelles, donc
au final, je suis vraiment content du résultat, quoi. Bravo. Merci. Alors, avant d'écouter les derniers conseils du professeur Reynaud, je vous propose de regarder ce film Le Bon Vivant et je vous laisse réfléchir à ces images fortes mais utiles. Salut, moi c'est Lucas. C'est vrai que moi dans ma bande de potes, je suis toujours le plus partant. En fait, je suis motivé. Oui, voilà, c'est ça, je suis motivé. Ah, je vous ai pas dit non, mais on reste ensemble là. On va boire un verre. Je déteste la solitude. Je peux crever pour qu'on reste tous ensemble. Alors j'essaie toujours de les faire marrer pour qu'ils restent, quoi. Oh non. Pour moi, chaque jour, c'est une occasion de fou pour s'éclater, pour dérailler un peu. Vas-y, fous le tawa. C'est parti. Le week-end, j'adore, faut me laisser gérer. Rentre pas trop tard. Yes. Merci, maman. Je te kiffe. Je suis pro pour dégoter des plans, des petites fêtes à droite à gauche. Salut. Excusez-moi, vous êtes qui en fait? Salut, je suis le cousin de Daphné, celle qui fait la soirée. Il n'y a pas de Daphné, c'est moi qui fais la soirée. Ouais, pas de Daphné, celle qui fait la soirée. Caro? Flo? Florence? Patrick? Ah, il déconne, hein. Donc, les mecs, ma cousine, ça fait super plaisir de te revoir, l'émotion. Ah, c'est fou la ressemblance. Moi, je fais pas la bise. En général, je m'adapte assez vite. J'aime tout dans ces soirées, on est entre potes, c'est cool. Mais bon, ce que j'aime bien, évidemment, c'est les filles. Excuse-moi, en fait, vous êtes vachement proches entre cousins. Mais bon, c'est vrai qu'avec mes potes, je sais très bien que je suis en train de vivre des choses dont je me rappellerai toute ma vie. Pour moi, si c'était à refaire, franchement, je changerais rien. Eh les mecs, on se... Wow, je passe. Eh, je vous aime les mecs, hein. Bisous, salut. Enfin, presque rien. Moi, j'ai adoré la vie. J'aurais juste aimé qu'elle dure un peu plus longtemps. Alors voilà, France 2 est partenaire de ce film réalisé par les réalisateurs d'Intouchables. Professeur Reynaud? J'ai oublié de le dire, et pourtant c'est la chose la plus importante et la plus grave, c'est que la mort sur la route est la première cause de mort chez les 15, 25, 30 ans. Et que la mort sur la route, elle est très souvent liée à l'alcool. Dans 50% des cas le week-end et dans 90% quand on a un accident tout seul les nuits de week-end. Donc là, c'est vraiment, si on doit dire une chose à nos enfants, c'est surtout ne prenez pas le volant, ne montez pas avec peur. En particulier quand les jeunes femmes ont bu, elles ne font pas attention à l'état du conducteur et c'est quand même terrible de mourir ou d'être handicapé pour quelques verres de trop. Et vraiment, c'est un message vital. Là. Le reste, ça s'étale sur des années, il y a des choses à faire. Quand on est paraplégique ou mort, il n'y a plus rien à faire. Bon, eh bien écoutez, j'imagine que comme moi, vous allez entamer une discussion avec vos enfants dès la diffusion de cette émission, dès le dîner de ce soir. Merci en tout cas à tous d'être venus témoigner sur ce plateau et de nous avoir fait part de votre expérience qui, je l'espère, renseignera beaucoup d'adolescents, de jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Merci au professeur Reynaud. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. Et pour l'heure, on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue où nous aurons le plaisir de retrouver Angèle et Joël ainsi que Sylvie. A tout de suite. Merci. Dans l'histoire continue, nous reprendrons des nouvelles de deux couples qui avaient chacun dû faire face à de douloureuses épreuves. Après le suicide de leur fils, Angèle et Joël, alors au bord de la rupture, s'étaient unis dans la douleur. Lorsque ce brouillard s'est partiellement estompé, bien on s'est aperçu que dans la douleur, on ne pouvait pas s'en sortir l'un sans l'autre. Quant à Sylvie, son cancer du sein avait mis son couple en péril. C'est vrai qu'on a traversé toutes les épreuves, mais le principal, c'est l'amour. Il y a toujours la vie qui continue derrière. Aujourd'hui, les deux couples s'efforcent de voir la vie du bon côté. Tu penses qu'on est plus complices qu'avant? Ah oui. Oh, le jeune mineur. Je sais enfin pourquoi tu m'as épousé alors.
La suite de leur histoire, ce sera dans quelques minutes.